Je pensais qu'on allait me demander en mariage. Au lieu de cela, j'ai été publiquement humiliée et j'ai découvert que toute ma vie était un mensonge. J'ai toujours cru connaître Marcus complètement. 3 ans et demi de relation me donnaient cette fausse confiance de connaître tous ses gestes, toutes ses expressions, tous ses rêves. Nous étions le couple parfait, selon nos amis, lui, architecte ambitieux de 28 ans, moi, responsable marketing de 26 ans, vivant ensemble depuis 2 ans dans un appartement confortable au centre-ville. Avant de commencer à raconter mon histoire, dites-moi d'où vous regardez cette vidéo. Allez-y. Notre relation a commencé de façon cinématographique. Marcus venait de déménager en ville pour travailler dans un cabinet renommé, et je célébrais une promotion avec mes collègues dans un bar. Il s'est approché en proposant de payer mon verre, et moi, normalement sceptique face aux tentatives de drague, j'ai fini par accepter parce que quelque chose dans ses yeux m'a rendue curieuse. Nous avons parlé jusqu'à la fermeture du bar, découvrant une chimie indéniable et des centres d'intérêt étonnamment similaires. Les premiers mois ont été parfaits. Marcus était attentionné, drôle, ambitieux. Il avait toujours de petites surprises, des fleurs à mon bureau, des mots tendres sur le réfrigérateur, des projets de week-end qui correspondaient parfaitement à mon humeur. Ma famille l'adorait, surtout ma mère, qui disait toujours que Marcus était le gendre dont elle avait rêvé. Il s'intégrait dans notre dynamique familiale comme s'il y avait toujours appartenu. Ce que je ne savais pas, c'est que toute cette perfection avait un prix que je n'avais pas encore découvert. En novembre de l'année dernière, Marcus a commencé à parler plus fréquemment de mariage. Pas de façon directe, mais à travers des commentaires désinvoltes quand nous passions devant des vitrines de bijouterie ou quand nous regardions des films romantiques. « Un jour je te donnerai le mariage de tes rêves », disait-il en embrassant mon front. Je faisais semblant de ne pas y accorder beaucoup d'importance, mais intérieurement mon cœur battait de bonheur. Noël a été magique. Marcus a organisé un réveillon surprise dans notre appartement, invitant ma famille et quelques amis proches. Il a cuisiné la dinde entière tout seul, insistant pour que je me détende et profite. Pendant la soirée, il a porté un toast émouvant sur le fait que c'était le premier de nombreux Noëls que nous passerions ensemble comme une vraie famille. Ma mère a pleuré. J'ai pleuré. Même mon père, normalement réservé, était ému. Janvier est arrivé avec une énergie différente. Marcus était plus secret, partait plus tôt au travail et rentrait plus tard. Quand je demandais des nouvelles de ses projets, il répondait vaguement à propos de clients exigeants et de délais serrés. Je respectais son espace professionnel, après tout, ma propre carrière décollait et je comprenais la pression. C'est en février que tout s'est écroulé. Marcus a suggéré qu'on aille au Le Jardin, un restaurant français très cher qui nécessitait une réservation des mois à l'avance. J'ai été surprise, ce n'était pas notre style de dépenser autant d'argent pour dîner, même si occasionnellement nous nous offrions ce luxe. Mais il a insisté, disant qu'il voulait célébrer notre relation de façon spéciale. « Porte la robe noire que je t'ai donnée pour ton anniversaire », a-t-il demandé. « Je veux que ce soit une soirée inoubliable. » J'ai passé toute la journée à me préparer. J'ai fait mes ongles, mes cheveux, soigné mon maquillage. La robe noire que Marcus m'avait donnée était vraiment belle, un modèle que j'avais admiré dans une vitrine des mois auparavant, et il s'en était étonnamment souvenu et l'avait acheté en cadeau. Quand je me suis regardée dans le miroir, je me sentais belle et spéciale. Marcus est rentré à la maison à 19h, plus tôt que d'habitude, déjà habillé avec son plus beau costume. Il était nerveux, clairement, touchant constamment sa poche et souriant bizarrement. « Et tu es belle », a-t-il dit en m'embrassant doucement. Nous allons faire de cette soirée quelque chose que nous n'oublierons jamais. J'aurais dû percevoir l'ironie cruelle de ces mots. Sur le chemin du restaurant, Marcus était étrangement bavard, racontant des histoires aléatoires sur le travail, faisant des blagues qui n'étaient pas particulièrement drôles. Je répondais par des rires forcés, percevant que quelque chose était différent, mais l'interprétant comme de la nervosité pour une surprise romantique qu'il pourrait être en train de planifier. Le jardin était bondé, comme toujours. Le maître d'hôtel nous a conduits à une table au centre de la salle, un emplacement inhabituel pour Marcus, qui préférait toujours les tables plus discrètes. La décoration était élégante, avec des bougies allumées sur chaque table et de la musique classique jouant doucement en arrière-plan. Des couples bien habillés conversaient à voix basse, créant une atmosphère intime et sophistiquée. Pendant le dîner, notre conversation a coulé normalement. Nous avons parlé du travail, de projets pour le prochain week-end, d'un voyage que nous voulions faire en été. Marcus a commandé du champagne, encore une surprise, puisqu'il préférait normalement la bière ou le vin rouge. Mais j'étais enveloppée dans la magie de la soirée, interprétant chaque geste inhabituel comme partie de quelque chose de romantique qu'il préparait.
C'est après le plat principal que Marcus est devenu visiblement plus nerveux. Il vérifiait constamment l'heure, regardait autour du restaurant comme s'il attendait un signal. J'ai demandé si tout allait bien, et il a souri de façon rassurante, disant qu'il profitait juste du moment. Quand le dessert est arrivé, un tiramisu que j'avais mentionné vouloir essayer des semaines auparavant, Marcus est soudain devenu très sérieux. Il a pris ma main à travers la table et m'a regardé dans les yeux. « Sarah » a-t-il dit, sa voix sonnant étrangement formelle. « Tu sais combien ces 3 ans et demi ont signifié pour moi ?» Mon cœur a commencé à s'accélérer. Était-ce le moment ? « Tu as changé ma vie de façon que je n'aurais jamais cru possible » a-t-il continué, et je pouvais voir d'autres couples aux tables voisines commencer à faire attention. Marcus s'est levé lentement. Le restaurant entier semblait retenir son souffle. J'ai senti mon visage chauffer, un mélange d'attente et de nervosité s'emparant de moi. Quelques personnes sortaient déjà leur téléphone, anticipant clairement une demande en mariage. Puis Marcus s'est agenouillé. Le silence dans le restaurant était complet. Je pouvais entendre mon propre cœur battre. Pour un moment qui sembla éternel, tout était parfait. L'homme que j'aimais, agenouillé devant moi dans le restaurant le plus romantique de la ville, entouré par des dizaines de personnes qui étaient sur le point de témoigner de nos fiançailles. Marcus a ouvert la bouche pour parler, et je me suis préparée à entendre les mots les plus importants de ma vie. « Sarah » a-t-il dit, sa voix maintenant assez forte pour que tout le restaurant puisse entendre. J'en ai assez de faire semblant. Quelque chose de glacé a traversé mon estomac. Ce n'étaient pas les mots que je m'attendais à entendre. J'en ai assez de faire semblant que tu es suffisante pour moi. J'en ai assez de faire semblant que j'ai un avenir avec quelqu'un comme toi. Le restaurant continuait dans un silence absolu. Mais maintenant c'était un silence de choc, pas d'attente romantique. La vérité, c'est que tu n'as jamais été assez bien. Tu es ordinaire, sans intérêt, et je mérite bien mieux. Je n'arrivais pas à traiter ce qui se passait. Les mots m'arrivaient comme s'ils étaient prononcés dans une langue étrangère. Ce n'était pas le Marcus que je connaissais. Ce n'était pas la soirée que j'avais imaginée. C'est pourquoi, Marcus a continué, sa voix maintenant avec un ton cruel que je n'avais jamais entendu auparavant, je romps avec toi. Ici, maintenant. Devant toutes ces personnes. Pour que tu n'oublies jamais que tu n'étais pas assez bien pour moi. Le silence dans le restaurant s'est transformé en murmure choqué. Je pouvais sentir les regards de pitié dirigés vers moi, je pouvais voir les téléphones enregistrant ce moment d'humiliation complète. Marcus s'est levé, a sorti un billet de 50 reais de sa poche et l'a jeté sur la table. « Pour ta part de l'addition » a-t-il dit. « Puisque maintenant tu vas devoir apprendre à te débrouiller seul. » Et puis il est simplement parti. Il a traversé le restaurant comme si rien ne s'était passé, me laissant seul, dévasté, au centre de l'attention de 50 étrangers qui venaient de témoigner de mon humiliation complète. Je suis restée assise quelques secondes qui ont semblé des heures, essayant de comprendre ce qui s'était passé. Le serveur s'est approché gentiment, demandant si j'avais besoin de quelque chose. J'ai secoué la tête, pris mon sac avec des mains tremblantes et suis sortie du restaurant de la façon la plus digne possible, même en sentant que tous les yeux étaient rivés sur moi. Ce n'est que quand je suis arrivée à la maison que la réalité m'a frappée complètement. Marcus avait tout planifié. Il avait délibérément choisi le restaurant le plus fréquenté de la ville, avait demandé la table au centre de la salle, avait créé toute cette mise en scène dans le seul but de m'humilier publiquement. Et le pire de tout, je n'avais aucune idée du pourquoi. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai découvert que cette soirée avait été filmée et partagée sur les réseaux sociaux. La vidéo est devenue virale, avec des milliers de commentaires débattant de ce que j'aurais pu faire pour mériter cela. Marcus avait complètement disparu de ma vie, ses vêtements avaient disparu de notre appartement, ses numéros étaient bloqués, ses réseaux sociaux désactivés. Mais j'avais la sensation étrange qu'il y avait quelque chose de plus derrière toute cette cruauté. Marcus n'était pas une personne cruelle par nature, du moins pas le Marcus que je croyais connaître. Quelque chose avait motivé cette humiliation élaborée, et j'étais déterminée à découvrir quoi. Ce que je n'imaginais pas, c'est que la vérité serait bien plus choquante que tout ce que j'aurais jamais pu anticiper, et que mon voyage à la recherche de réponses me mènerait à découvrir des secrets qui changeraient non seulement ma perspective sur Marcus, mais sur tout ce que je pensais savoir sur notre vie ensemble. La découverte qui a tout changé. Le premier indice est arrivé de façon complètement inattendue. 2 semaines après l'humiliation au restaurant, alors que je luttais encore pour traiter ce qui s'était passé, j'ai reçu un appel d'Anna, ma meilleure amie depuis la fac. « Sarah, je dois te dire quelque chose » a-t-elle dit, sa voix tendue. « Tu vas vouloir t'asseoir pour entendre ça. » Anna travaillait comme comptable dans un bureau du centre-ville. Apparemment,
une collègue avait mentionné pendant le déjeuner qu'un architecte avait demandé de l'aide pour réorganiser ses finances personnelles parce qu'il traversait une séparation compliquée. Son nom était Marcus Silva, Sarah. Et il était là depuis 3 mois. 3 mois. Marcus avait cherché de l'aide financière 3 mois avant de m'humilier publiquement. Cela signifiait que notre séparation avait été planifiée depuis novembre, bien à l'époque où il était plus tendre et parlait de mariage. Mais attends, il y a plus, Anna a continué. La collègue a dit qu'il était désespéré de liquider rapidement certains investissements. Il parlait constamment d'avoir des obligations financières urgentes et d'avoir besoin d'argent liquide le plus vite possible. Quelles obligations financières ? Marcus avait toujours été prudent avec l'argent, mais n'avait jamais mentionné être en difficulté. Au contraire, dernièrement il semblait dépenser plus, le restaurant cher, des cadeaux plus élaborés, de nouveaux vêtements. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Quelque chose ne collait pas. Pourquoi Marcus voudrait-il rompre avec moi de façon si cruelle et élaborée ? Et quelle était cette histoire de réorganisation financière ? Le lendemain, j'ai pris une décision qui changerait tout, j'ai décidé d'enquêter. Mon premier arrêt fut l'immeuble où Marcus travaillait. Je connaissais quelques personnes dans son bureau grâce à des événements sociaux et des fêtes d'entreprise. J'ai pris un café avec Carla, de la réception, prétendant que j'étais inquiète parce que Marcus avait disparu après notre rupture et je voulais m'assurer qu'il allait bien professionnellement. Carla semblait mal à l'aise avec la conversation. Sarah, je ne devrais probablement pas dire ça, mais... Marcus a été licencié il y a 2 semaines. Mon sang s'est glacé. Mais licencié ? Pourquoi ? Officiellement, c'était une restructuration de l'entreprise. Mais j'ai entendu des conversations. Il y avait des soupçons qu'il utilisait les ressources de l'entreprise pour des projets personnels. Rien n'a été prouvé, donc il n'y a pas eu de procès, mais... Ressources de l'entreprise pour des projets personnels. Mon esprit a commencé à connecter des points que je ne voulais pas connecter. Carla, c'était avant ou après le 14 février ? Avant. Il a été licencié le 10. Il est sorti du bureau très en colère, a dit qu'il allait montrer à tout le monde qui il était vraiment, point. 4 jours avant l'humiliation au restaurant. Marcus avait perdu son emploi, au lieu de me le dire, avait planifié cette mise en scène cruelle. Mais je ne comprenais toujours pas pourquoi. La réponse est venue d'une source que je n'aurais jamais pu imaginer. La semaine suivante, alors que j'étais au supermarché, une femme s'est approchée de moi avec hésitation. Elle était blonde, belle, semblait avoir environ 30 ans. « Excuse-moi de te déranger », a-t-elle dit, clairement nerveuse. « Tu es Sarah ? Celle de la vidéo ?» Mon estomac s'est contracté. La vidéo de l'humiliation s'était tellement répandue que des inconnus dans la rue me reconnaissaient. « C'est moi », ai-je répondu, me préparant à une autre conversation gênante avec quelqu'un qui voulait des détails morbides sur mon humiliation. « Mon nom est Julia », a-t-elle dit. « Je dois te dire quelque chose. À propos de Marcus. » Julia a suggéré qu'on parle dans un café proche. Pendant les 20 minutes suivantes, mon monde s'est écroulé d'une façon complètement nouvelle. Julia avait été en couple avec Marcus pendant 8 mois. Leur relation s'était terminée en décembre, exactement quand Marcus était plus tendre avec moi et parlait de notre avenir ensemble. « Il m'a dit que tu n'étais qu'une amie », Julia a expliqué, ses mains tremblant en tenant sa tasse de café. Il disait que vous vous connaissiez depuis des années, mais que c'était une amitié platonique. Qu'il était amoureux de moi et voulait construire une vie avec moi. Marcus avait demandé Julia en mariage en novembre. Elle avait accepté. Nous avons acheté des alliances ensemble, Sarah. Nous avons commencé à chercher un appartement pour vivre ensemble. Il a dit qu'il te parlerait de notre relation après Noël, pour ne pas gâcher tes fêtes. Mais alors Julia a découvert mon existence par accident, en voyant des photos sur le téléphone de Marcus où nous apparaissions clairement comme un couple. Quand je l'ai confronté, Marcus a paniqué. D'abord il a essayé de nier, puis il a dit que tu étais une ex-petite amie obsédée par lui et qu'il avait pitié. Finalement, il a admis qu'il sortait avec nous 2 en même temps depuis plus d'1 an. Julia a rompu avec Marcus immédiatement. Mais il y avait un détail qu'elle ne m'avait pas encore dit, et qui expliquerait toute la cruauté de l'humiliation publique. Sarah, quand j'ai rompu avec lui, Marcus était désespéré. Il m'a supplié de revenir, a dit qu'il te laisserait tomber immédiatement. Quand j'ai fait comprendre que c'était définitivement terminé, elle a hésité, il a dit qu'il allait me prouver que j'étais spéciale pour lui. Qu'il allait t'humilier publiquement pour me montrer à moi et à tout ce que tu n'avais jamais rien signifié. Maintenant tout avait un sens.
L'humiliation au restaurant n'avait pas été juste de la cruauté gratuite. Ça avait été une performance élaborée pour essayer de reconquérir une autre femme, utilisant ma douleur comme instrument. J'ai regardé la vidéo, Sarah, Julia a continué, des larmes dans les yeux. J'étais dégoûtée. J'ai réalisé quel genre de personne Marcus était vraiment. Mais je me sentais aussi coupable. Si je n'avais pas rompu avec lui, peut-être qu'il n'aurait pas fait ça avec toi. J'ai pris sa main. Julia, rien de tout ça n'est ta faute. Marcus a choisi d'être cruel. C'était ses vraies couleurs. Mais même en connaissant maintenant le motif derrière l'humiliation, je ne comprenais toujours pas la question financière. Pourquoi Marcus avait-il cherché de l'aide pour réorganiser ses finances? Pourquoi était-il désespéré d'avoir de l'argent liquide? La réponse à ces questions viendrait la semaine suivante, et serait encore plus choquante que tout ce que j'avais déjà découvert. Pendant mon enquête sur la double vie de Marcus, j'avais commencé à réviser nos finances partagées. Nous n'avions pas de compte joint, mais il connaissait mes mots de passe bancaire, je les lui avais donnés l'année précédente quand je voyageais pour le travail et j'avais besoin qu'il paie quelques factures urgentes. En vérifiant mon relevé bancaire plus attentivement, j'ai découvert plusieurs virements étranges. De petits montants, 2 cents, 3 cents, 500 reais, toujours à des dates où j'étais en voyage ou travaillais intensément. Marcus m'avait volé. Pas des sommes assez importantes pour que je le remarque immédiatement, mais de façon constante, pendant presque un an. Le total atteignait plus de 15 000 reais. Mais cela n'expliquait toujours pas son urgence financière. Alors j'ai décidé de faire quelque chose que je n'aurais jamais cru faire, j'ai engagé un détective privé. Roberto Silva, sans lien de parenté avec Marcus, était un ex-policier qui travaillait maintenant dans les enquêtes privées. Je lui ai expliqué toute la situation, l'humiliation publique, la découverte de la double vie, le vol sur mes comptes. Je veux comprendre quel genre de personne m'a fait ça, ai-je dit. Et je veux savoir s'il y a quelque chose de plus que je devrais savoir. Roberto a travaillé pendant 2 semaines. Le rapport qu'il m'a présenté était dévastateur. Marcus n'avait pas seulement été en couple avec moi et Julia simultanément. Il y avait 3 autres femmes. 5 relations simultanées. Nous pensions toutes être la seule, nous étions toutes manipulées et volées de différentes façons. Il avait un schéma, Roberto a expliqué. Il cherchait des femmes financièrement stables, construisait des relations sérieuses avec elles, obtenait l'accès à leurs finances, puis volait systématiquement de petites sommes. Quand la relation devenait difficile à maintenir ou quand une des femmes commençait à soupçonner, il rompait de façon dramatique pour paraître être la victime. Mais il y avait quelque chose de plus grave encore. Marcus n'était pas vraiment architecte. Il avait étudié le design graphique, mais ne s'était jamais inscrit au conseil d'architecture. Tous ses projets étaient faux. Il falsifiait essentiellement sa profession pour paraître plus attirant et fiable pour ses victimes. Sarah, Roberto a dit, me montrant des documents, techniquement, Marcus a commis une escroquerie, une fausse identité et un vol qualifié. Contre vous et plusieurs autres femmes. Il y a assez de preuves pour un procès pénal. J'étais en état de choc total. L'homme avec qui j'avais partagé ma vie pendant 3 ans et demi n'était pas seulement infidèle, c'était un criminel professionnel qui utilisait les relations romantiques pour voler des femmes. L'humiliation au restaurant n'avait pas été juste de la cruauté, ça avait été la tentative désespérée d'un sociopathe de maintenir son système en fonctionnement, éliminant une victime problématique de façon publique pour décourager les autres de le questionner. Cette nuit-là, assise dans mon salon avec tous les documents étalés sur la table, j'ai pris une décision. Marcus avait choisi de m'humilier publiquement parce qu'il pensait que j'étais trop faible pour riposter. Il était sur le point de découvrir à quel point il se trompait. La guerre qu'il avait commencée au restaurant ne faisait que commencer. Et cette fois, j'avais de vraies munitions. Le réseau se défait. Ma première décision fut de contacter les autres femmes. Roberto m'avait donné les noms et informations de contact de base des autres victimes de Marcus. C'était une conversation que je craignais, mais que je savais nécessaire. J'ai commencé par Patricia, une médecin de 32 ans que Marcus avait fréquentée pendant 2 ans, en chevauchement avec notre relation. Quand je l'ai appelée, expliquant qui j'étais et pourquoi je prenais contact, le silence de l'autre côté de la ligne était assourdissant. « Tu as dit Sarah. De la vidéo, a-t-elle finalement demandé. « Oui. Et tu es la Patricia qui sortait avec Marcus Silva, qui se disait architecte. »« Mon Dieu, a-t-elle murmuré. J'ai vu la vidéo. Je pensais que tu étais une ex-petite amie problématique dont il essayait de se débarrasser. » C'était exactement le récit que Marcus avait construit.
Chacune de nous avait été convaincue que les autres étaient des ex-petites amies obsessionnelles ou des amis qui n'arrivaient pas à accepter qu'ils soient passés à autre chose. Nous nous sommes donné rendez-vous le lendemain. Quand nous nous sommes vus en personne, la similitude entre nos histoires était troublante. Marcus avait utilisé les mêmes tactiques avec nous toutes, les mêmes cadeaux spéciaux. Nous avons découvert qu'il avait donné des bracelets identiques à au moins 3 d'entre nous, les mêmes excuses pour les absences, toujours des projets architecturaux urgents, même les mêmes phrases romantiques. Il m'a dit que j'étais différente de toutes les femmes qu'il avait connues, Patricia a dit en secouant la tête. Il a dit que je lui donnais envie d'être un homme meilleur. Les mêmes mots, ai-je confirmé. Il me l'a dit à notre 3e rendez-vous. Pendant notre conversation de 3 heures, nous avons découvert que Marcus avait volé à Patricia presque 25 000 reais au cours des 2 années. Il l'avait convaincue d'investir dans son cabinet d'architecture fictif, promettant des retours substantiels quand les projets seraient terminés. Je suis médecin, Sarah. Je suis intelligente, éduquée, expérimentée avec les gens. Comment a-t-il réussi à me tromper si longtemps? C'était la question que nous nous poserions toutes dans les jours suivants, en contactant les autres victimes. Marina, 28 ans, professeure d'université, avait été en couple avec Marcus pendant 6 mois. Il lui avait volé 8 000 reais, toujours sous forme de prêt pour des urgences qui n'étaient jamais remboursées. Fernanda, 35 ans, entrepreneuse, avait eu une relation de 4 mois avec Marcus. Elle avait investi 30 000 reais dans ce que Marcus disait être une nouvelle entreprise architecturale, un complexe résidentiel de luxe qui n'existait que dans son imagination. Et puis il y avait Carla, la 5e victime, qui nous a toutes laissées en état de choc. Carla n'avait que 23 ans, venait de finir ses études d'administration. Marcus l'avait fréquentée seulement 2 mois, mais avait réussi à la convaincre de prendre un crédit bancaire de 20 000 reais pour l'aider dans une opportunité d'investissement unique. Je me sentais si spéciale, Carla a dit en pleurant, quand nous nous sommes toutes réunies pour la première fois dans un café du centre-ville. Il disait que j'étais mature pour mon âge, qu'il pouvait me faire confiance avec des opportunités qu'il n'offrirait à personne d'autre. Le total que Marcus nous avait volé à nous 5 atteignait presque 100 000 reais. Mais ce que nous avons découvert ensuite était encore pire. Patricia, étant médecin, avait accès à certaines ressources d'enquête que nous n'avions pas. Elle a réussi à découvrir que Marcus avait tenté ce système dans d'autres villes avant d'arriver ici. Il y a au moins 7 femmes à Sao Paulo qui ont déposé plainte contre quelqu'un qui correspond exactement à la description et au modus operandi de Marcus, nous a-t-elle informé. Et possiblement 3 de plus à Rio. Marcus n'était pas seulement un sociopathe local, c'était un criminel en série qui se déplaçait de ville en ville, appliquant le même coup répétitivement. L'humiliation publique qu'il t'a fait subir, Sarah, Marina a observé, faisait probablement partie de la stratégie. Si une des victimes était exposée publiquement comme problématique, les autres auraient peur de se manifester et de s'exposer de la même façon. C'était une tactique d'intimidation psychologique. Marcus avait calculé que me détruire publiquement servirait d'avertissement pour que les autres se taisent. Cette nuit-là, nous 5 avons pris une décision collective, nous n'allions pas seulement poursuivre Marcus pénalement. Nous allions le détruire complètement. Le plan de destruction. Patricia a coordonné la partie légale. En tant que médecin, elle avait des contacts avec des avocats spécialisés dans les crimes financiers. Nous avons engagé un cabinet d'avocats spécialisés dans l'escroquerie et le crime organisé. L'avocat, maître Enrique Moraes, était impressionné par la quantité de preuves que nous avions collectées. C'est l'un des cas d'escroquerie en série les mieux documentés que j'ai jamais vus, a-t-il dit. Vous avez des relevés bancaires, des messages textes, des emails, des photographies, des témoins. C'est un cas que le ministère public adorera poursuivre. Marina s'est occupée de l'enquête numérique. En tant que professeure d'université avec accès à des ressources de recherche, elle a réussi à tracer l'empreinte en ligne de Marcus à travers plusieurs villes et États. Il utilise toujours le même schéma de profil sur les réseaux sociaux, a-t-elle découvert. Même type de photo, même description professionnelle fausse, même les mêmes hobbies inventés. Fernanda, avec son expérience d'entrepreneuse, s'est chargée de traquer les aspects financiers. Elle a réussi à découvrir plusieurs comptes bancaires que Marcus maintenait sous des noms légèrement différents, et même quelques entreprises fictives qu'il avait enregistrées pour donner de la légitimité à ses investissements. Carla, malgré son jeune âge, avait un talent spécial avec les réseaux sociaux et la technologie. Elle a réussi à récupérer des conversations que Marcus pensait avoir supprimées, en plus de découvrir des faux profils qu'il utilisait pour surveiller nos activités en ligne. Et moi? Je me suis chargée de la destruction de sa réputation publique.
Si Marcus voulait jouer le jeu de l'humiliation publique, j'allais lui montrer comment ce jeu fonctionnait vraiment. J'ai commencé par créer un blog détaillé documentant tout le système de Marcus. Pas un blog émotionnel de vengeance, mais une exposition factuelle et bien documentée de ses activités criminelles. J'ai inclus des photos des relevés bancaires, avec mes données personnelles censurées, des captures d'écran des conversations contradictoires qu'il avait eues avec nous, des copies des faux documents qu'il utilisait pour se faire passer pour architecte. J'ai appelé le blog « La vérité sur Marcus Silva », un avertissement pour d'autres femmes. Ensuite, j'ai créé des profils sur tous les réseaux sociaux où Marcus était actif, toujours avec mon vrai nom, m'identifiant toujours clairement. Je ne me suis pas cachée derrière l'anonymat, je voulais que tout le monde sache que j'étais prête à mettre mon visage et mon nom derrière chaque accusation. Le premier post que j'ai fait était sur Facebook. Je m'appelle Sarah Oliveira. Je suis la femme de la vidéo virale où un homme m'a humiliée publiquement dans un restaurant le jour de la Saint-Valentin. Il s'appelle Marcus Silva, et j'ai découvert qu'il n'est pas qui il dit être. Il n'est pas architecte. C'est un criminel qui utilise les relations romantiques pour voler financièrement les femmes. Nous sommes au moins 5 rien que dans cette ville, et il y a des preuves qu'il y a plus de femmes dans d'autres villes. Ce post est un avertissement, si vous connaissez Marcus Silva, si vous sortez avec lui, ou si vous avez été sa victime, contactez-moi. Vous n'êtes pas seul, et ce n'est pas votre faute. Le post est devenu viral en 6 heures. Ma boîte de messages a explosé. Non seulement avec des messages de soutien, qui étaient nombreux et m'ont donné la force de continuer, mais aussi avec des messages d'autres femmes. Des femmes de Sao Paulo, de Rio, de Belo Horizonte, même de certains autres pays, des Brésiliennes qui avaient rencontré Marcus pendant des voyages. Le schéma était toujours le même. Relations intenses et rapides, promesses d'avenir, manipulation financière, disparition soudaine. En une semaine, nous avions identifié 17 victimes. La valeur totale volée atteignait plus de 400 000 reais. Marcus avait complètement sous-estimé le pouvoir d'Internet et de la solidarité féminine. Mais la vraie vengeance était encore à venir. La chasse. Marcus a essayé de contre-attaquer, bien sûr. 3 jours après mon premier post viral, il a créé de faux profils sur les réseaux sociaux tentant de discréditer notre campagne. Il prétendait que nous étions des ex-petites amies vengeresses inventant des histoires et qu'il était victime de persécutions injustes. Mais il avait commis une erreur fatale, il avait sous-estimé à quel point nos preuves étaient bien documentées. Et à quel point nous étions déterminés. Carla, avec ses compétences technologiques, a réussi à remonter les faux profils jusqu'à Marcus en quelques heures. Non seulement ça, elle a découvert qu'il utilisait des ordinateurs de cybercafé pour créer ses comptes, essayant de cacher sa localisation. Il est désespéré, Carla m'a dit. Il se déplace dans la ville, ne reste jamais au même endroit plus de quelques heures. Mais chaque fois qu'il accède à Internet, il laisse des traces. Marina, pendant ce temps, avait élargi son enquête académique. Elle a réussi à accéder aux bases de données universitaires et a découvert que Marcus avait utilisé de fausses identités pour s'inscrire dans des cours supérieurs dans au moins 3 États différents, abandonnant toujours avant de finir quand les frais devenaient difficiles à payer. Il a au moins 4 identités différentes, Marina a rapporté lors de notre réunion hebdomadaire. Marcus Silva, Marco Santos, Marcus Oliveira, et Marcio da Silva. Dans chaque ville, il adaptait légèrement le nom pour rendre le traçage plus difficile. Patricia avait obtenu une ordonnance judiciaire pour geler tous les comptes bancaires que nous avions réussi à identifier. Marcus n'avait maintenant accès à aucune des ressources financières qu'il nous avait volées. Fernanda a découvert quelque chose d'encore plus intéressant. Marcus vivait dans un appartement loué au nom de sa mère, une dame de 60 ans qui habitait en province et qui apparemment ne savait rien des activités de son fils. Je l'ai appelée, Fernanda nous a raconté. J'ai fait semblant d'être d'une société de recouvrement cherchant Marcus pour une petite dette. La femme était confuse, a dit que son fils travaillait comme architecte dans la capitale et qu'elle était très fière de son succès. Elle n'a aucune idée de qui Marcus est vraiment. Cela m'a donné une idée cruelle, mais efficace. Nous avons décidé de rendre visite à la mère de Marcus. Pas pour lui faire du mal, elle était clairement victime des mensonges de son propre fils autant que nous l'étions. Mais pour qu'elle sache la vérité sur qui elle soutenait financièrement. Nous avons voyagé jusqu'à sa ville, une petite communauté de province où Marcus avait apparemment grandi. Donna Helena, sa mère, nous a reçus dans sa maison simple, clairement fière quand nous avons mentionné que nous connaissions son fils l'architecte à succès. Nous nous sommes assises dans son salon modeste, décoré avec des photos de Marcus à différents âges, et nous lui avons dit toute la vérité. Nous avons montré les preuves, les relevés bancaires, les faux documents.
Nous avons expliqué les relations multiples, les vols, l'humiliation publique qu'il m'avait infligée. Donna Elena est restée silencieuse pendant presque 10 minutes après que nous ayons fini de parler. Puis elle s'est mise à pleurer. Je savais que quelque chose n'allait pas, a-t-elle finalement dit. Marcus avait toujours trop d'argent pour son âge. Il m'envoyait toujours des cadeaux chers, payait mes factures sans que je demande. Je demandais comment il pouvait se permettre ces luxes si tôt dans sa carrière, et il disait toujours que ça se passait très bien au travail. Donna Elena nous a raconté que Marcus avait commencé à montrer des comportements manipulateurs depuis l'adolescence. Il mentait constamment, même sur de petites choses inutiles. Il volait de l'argent dans son portefeuille. Il inventait des histoires élaborées pour expliquer où il avait été ou ce qu'il avait fait. Quand il a déménagé dans la capitale, je pensais. J'espérais qu'il avait mûri. Qu'il avait trouvé sa voie. Avant de partir, nous avons laissé tous nos contacts à Donna Elena et l'avons encouragée à chercher de l'aide psychologique pour gérer la situation. Nous l'avons aussi averti que Marcus essaierait probablement de la contacter quand il découvrirait que ses comptes avaient été gelés, et qu'elle devrait faire attention. « S'il apparaît ici, a-t-elle dit avec une fermeté dans la voix que nous n'attendions pas, je vous appellerai immédiatement. Mon fils doit faire face aux conséquences de ses actes. » Quand nous sommes revenus en ville, nous avons découvert que Marcus avait escaladé sa tentative de contre-attaque. Il avait engagé un avocat, apparemment l'un des rares qui avait accepté de le défendre après avoir vu la montagne de preuves contre lui, et menaçait de nous poursuivre pour diffamation, calomnie et harcèlement. Maître Enrique a ri quand il a reçu la notification. Ils n'ont aucune affaire, nous a-t-il rassuré. Tout ce que vous avez publié est documenté et peut être prouvé. Marcus essaie de vous intimider, mais en réalité il ne fait que creuser un trou plus profond pour lui-même. Mais Marcus n'en avait pas fini avec ses tentatives désespérées. La semaine suivante, il a fait quelque chose qu'aucune de nous n'attendait, il est retourné au même restaurant où il m'avait humilié publiquement. Un serveur du Le Jardin m'a appelé, apparemment, la vidéo de mon humiliation avait tellement circulé parmi les employés que beaucoup m'avaient reconnu et avaient sympathisé avec moi. Le serveur, un jeune homme d'environ 20 ans appelé Pedro, a dit que Marcus était apparu là-bas essayant d'éclaircir des malentendus sur cette soirée. Il essaie de convaincre la direction que vous êtes une personne instable qui le persécute injustement, Pedro m'a dit. Il dit que vous inventez des histoires parce que vous ne pouvez pas accepter que la relation soit finie. Marcus essayait de réécrire le récit, transformant ma quête de justice en obsession d'ex-petite amie rejetée. C'est alors que j'ai pris la décision la plus risquée, mais la plus satisfaisante, de tout ce voyage. J'ai décidé d'accepter la suggestion que Marcus faisait implicitement, une confrontation publique finale. J'ai appelé Pedro au restaurant et dit que je voulais faire une réservation pour samedi soir. Table pour 6 personnes, moi et les 5 autres victimes de Marcus. Et j'ai demandé spécifiquement la table du centre de la salle, la même où Marcus m'avait humilié des mois auparavant. Ensuite, j'ai appelé l'avocat de Marcus. Et dites à votre client que s'il veut vraiment éclaircir des malentendus sur moi publiquement, je serai au Le Jardin samedi à 20h. S'il est assez homme pour m'humilier en public, j'espère qu'il est assez homme pour m'affronter quand je suis préparé. L'avocat a essayé de me décourager, a dit qu'une confrontation publique pourrait nuire au procès pénal. Mais j'étais au-delà du point d'être prudente. Maître, ai-je dit, votre client a commencé ce jeu quand il a décidé que m'humilier publiquement serait amusant. Je vais finir ce jeu aux mêmes conditions. Samedi est arrivé. Nous 5 nous sommes habillés impeccablement, pas pour impressionner qui que ce soit, mais pour montrer que nous n'étions pas des victimes brisées et honteuses. Nous étions des femmes fortes qui avaient découvert la vérité et étaient prêtes à se battre pour la justice. Nous sommes arrivés au Le Jardin à 19h45. La direction, clairement mal à l'aise avec la situation mais incapable de nous refuser le service, nous a conduites à la table centrale. Le restaurant était plein, comme toujours les samedis soirs. À 20h15, Marcus est apparu. Il était visiblement nerveux, accompagné de son avocat et 2 autres hommes que je ne reconnaissais pas, probablement un soutien moral. Quand il nous a vus assis à la table, son expression a oscillé entre le choc, la colère et quelque chose qui ressemblait presque à de la peur. Le maître d'hôtel s'est approché de Marcus, demandant clairement s'il voulait une table. Marcus a hésité, regardant dans notre direction. Pendant un moment, j'ai pensé qu'il fuirait. Mais alors son orgueil a pris le dessus. Il a hoché la tête et a été conduit à une table proche de la nôtre. Le restaurant entier pouvait sentir la tension. Les conversations sont devenues des chuchotements. Les serveurs se déplaçaient plus prudemment. Quelques clients ont clairement reconnu Marcus de la vidéo virale et ont commencé à prendre des photos discrètement.
Pendant 15 minutes, nous avons mangé dans un silence relatif, ignorant complètement la table de Marcus. Lui, de son côté, essayait de feindre la normalité, mais je pouvais le voir vérifier nerveusement dans notre direction toutes les quelques minutes. Puis Patricia a levé son verre de vin. Un toast, a-t-elle dit, assez fort pour que tout le restaurant entende. À la vérité. Et aux femmes qui sont assez courageuses pour la dire. Nous 5 avons levé nos verres. Le son du toast a résonné dans le restaurant maintenant complètement silencieux. C'est alors que Marcus s'est levé. Marcus a marché vers notre table avec des pas délibérés, son avocat essayant de le retenir par le bras et chuchotant quelque chose qui semblait être « ne fais pas ça ». Mais Marcus était au-delà de la raison, l'orgueil blessé et le désespoir avaient complètement pris le contrôle de lui. Il s'est arrêté juste à côté de ma chaise, exactement comme il l'avait fait des mois auparavant quand il s'était agenouillé pour m'humilier. L'ironie de la situation n'a échappé à personne dans le restaurant. « Sarah », a-t-il dit, essayant de garder sa voix contrôlée mais échouant visiblement, « tu dois arrêter cette campagne de diffamation. Tu détruis ma vie basée sur des malentendus. » Je me suis tournée calmement pour le regarder. Pendant des mois, j'avais rêvé de ce moment, l'opportunité de l'affronter à nouveau, mais cette fois armé de la vérité et entouré d'alliés. « Des malentendus, Marcus », ai-je répondu, ma voix sereine mais clairement audible pour tout le restaurant. C'est un malentendu quand quelqu'un vole presque 100 000 reais à 5 femmes différentes? C'est un malentendu quand quelqu'un falsifie des diplômes et sa profession pour tromper des personnes vulnérables? Marcus a essayé de m'interrompre, mais Patricia s'est levée. « Marcus Silva », a-t-elle dit, sortant un document de son sac, ou devrais-je dire Marco Santos? Ou peut-être préfères-tu Marcio da Silva? Ce sont les plaintes qui ont été déposées contre toi dans 3 États différents. 12 femmes au total, plus de 400 000 reais de préjudice. Le restaurant était dans un silence absolu maintenant. Chaque mot était capté par des dizaines de téléphones qui avaient été discrètement pointés dans notre direction. Marina s'est levée ensuite. « Tu n'as jamais étudié l'architecture, Marcus. En fait, tu n'as jamais fini aucune étude. Voici les registres des universités où tu t'es inscrit en utilisant de fausses identités et as abandonné les cours quand tu ne pouvais plus payer. Fernanda a été la suivante. Et voici les comptes bancaires que tu maintenais sous différents noms pour cacher l'argent volé. Comptes qui sont maintenant gelés par ordonnance judiciaire en attendant le jugement pénal. » Marcus entrait clairement en panique. Ses 2 amis s'étaient éloignés, ne voulant pas être associés à la situation. Son avocat était pâle, réalisant probablement que son client détruisait toute chance de défense qu'ils auraient pu construire. « Vous ne pouvez rien prouver de tout ça », Marcus a bégayé, mais sa voix avait perdu toute confiance. C'est alors que Carla, la plus jeune d'entre nous, s'est levée. Elle a sorti une tablette de son sac et a montré l'écran à Marcus et au restaurant. « En fait, nous pouvons tout prouver », a-t-elle dit. Y compris les messages que tu m'as envoyés la semaine dernière, essayant de me convaincre de retirer la plainte en échange d'un paiement partiel de l'argent volé. Message qui constitue une tentative d'obstruction à la justice. Le visage de Marcus était maintenant rouge de colère et d'humiliation. Il a réalisé qu'il était tombé dans un piège, il était venu au restaurant pensant qu'il pourrait nous intimider publiquement, comme il me l'avait fait des mois auparavant, mais en réalité il avait marché droit dans une exposition complète de ses crimes. « Vous avez planifié ça », a-t-il dit, comme si la coordination entre les victimes était d'une façon ou d'une autre injuste. « Oui, nous l'avons planifié », ai-je répondu, me levant finalement. « Exactement comme tu as planifié de m'humilier publiquement dans ce même restaurant il y a 6 mois. La différence, c'est que tout ce que nous avons dit ici est vrai, documenté et vérifiable. » Je me suis tournée vers le restaurant bondé, dont beaucoup filmaient clairement tout. « Je m'appelle Sarah Oliveira », ai-je annoncé. Il y a 6 mois, cet homme m'a agenouillé dans ce même endroit et m'a humilié publiquement comme partie d'un système élaboré pour cacher ses crimes. Aujourd'hui nous avons découvert qu'il a volé au moins 12 femmes différentes, utilisant les relations romantiques comme moyen d'accéder à nos finances. Si vous êtes une femme et connaissez Marcus Silva, ou n'importe lequel de ses autres faux noms, cherchez de l'aide. Vous n'êtes pas seul. Le restaurant a explosé en murmures. Plusieurs personnes ont commencé à applaudir, apparemment, beaucoup des présents se souvenaient de la vidéo virale de mon humiliation et étaient satisfaits de voir l'histoire prendre un tournant. Marcus a essayé une dernière manœuvre désespérée. « Sarah, s'il te plaît », a-t-il dit, changeant soudain pour un ton suppliant que je reconnaissais des messages qu'il m'avait envoyés. Ça a été trop loin. J'ai commis des erreurs, mais je ne mérite pas d'avoir ma vie détruite pour ça.
Je l'ai regardé dans les yeux pour la dernière fois. Marcus, tu n'as pas commis des erreurs. Tu as fait des choix. Tu as choisi de voler. Tu as choisi de mentir. Tu as choisi de m'humilier publiquement. Et maintenant tu fais face aux conséquences de ces choix. La seule différence, c'est que cette fois, tu n'as pas le contrôle du récit. C'est alors que quelque chose s'est passé qu'aucune de nous n'attendait. Une femme à une table proche s'est levée. Elle était plus âgée, peut-être 45 ans, bien habillée, clairement hésitante mais déterminée. « Excusez-moi » a-t-elle dit, s'adressant à nous. « Mon nom est Regina Torres. Je pense que j'ai connu cet homme il y a 2 ans. Il m'a dit qu'il était architecte, nous sortions ensemble depuis 3 mois quand il a disparu après m'avoir demandé d'emprunter 15 000 reais pour une urgence familiale. » Le restaurant est devenu encore plus silencieux, si c'était possible. Regina a continué. J'ai vu la vidéo de l'humiliation il y a quelques mois et je l'ai reconnue, mais j'ai pensé que c'était peut-être juste une coïncidence. Mais en vous entendant parler maintenant. Tous les mêmes mensonges, les mêmes trucs. Elle s'est tournée vers Marcus. Tu m'as dit que ta mère était à l'hôpital et avait besoin d'une chirurgie urgente. Je t'ai donné l'argent parce que je croyais aider quelqu'un que j'aimais dans un moment difficile. Marcus tremblait maintenant visiblement. Une victime de plus s'était identifiée publiquement, devant des dizaines de témoins et de caméras. Et alors quelque chose d'encore plus inattendu s'est passé. Une autre femme s'est levée. Et puis une autre. Et une autre. En 15 minutes, 6 femmes supplémentaires s'étaient identifiées comme victimes de Marcus, toutes présentes dans le restaurant par pure coïncidence. Certaines avaient perdu de l'argent, d'autres avaient été trompées émotionnellement, toutes avaient subi une forme de manipulation entre ses mains. Ce qui avait commencé comme notre confrontation planifiée s'était transformé en une session publique de révélation où les victimes de Marcus avaient finalement un espace sûr pour parler. Marcus, réalisant que la situation avait complètement échappé à son contrôle, a essayé de sortir du restaurant. Mais il a été intercepté par 2 hommes en costume près de la porte. C'étaient des enquêteurs de la police civile qui avaient été alertés de notre réunion et étaient là comme observateurs. Monsieur Marcus Silva, l'un d'eux a dit, montrant une carte d'identification, « Pourriez-vous nous accompagner ? Nous avons quelques questions sur les plaintes qui ont été déposées contre vous. » Marcus a été escorté hors du restaurant dans un silence absolu. Son avocat l'a suivi, clairement désespéré de limiter les dégâts. Après qu'il soit parti, le restaurant a explosé en conversations animées. Le gérant s'est approché de notre table, visiblement ému. « Mesdames, a-t-il dit, votre addition ce soir est offerte par la maison. Ce que vous avez fait ici. C'était la justice rendue publiquement. Nous admirons votre courage. » Nous 6, les 5 victimes originales plus Regina, qui s'étaient jointes à nous, sommes sortis du restaurant cette nuit-là en sachant que nous avions complètement retourné la situation. La vidéo de la confrontation au restaurant est devenue encore plus virale que la vidéo originale de mon humiliation. Mais cette fois, les récits étaient complètement différents. Cette fois, je n'étais pas la victime pathétique humiliée, j'étais la femme forte qui avait enquêté, rassemblé des preuves, organisé d'autres victimes, et confronté son agresseur publiquement. Marcus a été arrêté le lendemain matin. La justice finale. Le procès pénal contre Marcus s'est déroulé rapidement, alimenté par la montagne de preuves que nous avions collectées et l'attention publique massive que l'affaire avait générée. Maître Enrique avait raison, le ministère public a adoré l'affaire. C'était une opportunité parfaite de montrer qu'il prenait les crimes contre les femmes au sérieux, spécialement les crimes impliquant une manipulation psychologique sophistiquée. Marcus a essayé plusieurs stratégies de défense. D'abord, il a plaidé l'innocence complète, disant que toutes les relations avaient été consensuelles et qu'il n'avait jamais rien volé à personne. Cette défense s'est effondrée rapidement quand les procureurs ont présenté les relevés bancaires montrant des virements non autorisés de nos comptes vers ses comptes. Ensuite, il a essayé de plaider qu'il souffrait d'un trouble psychologique qui l'empêchait de contrôler son comportement. Le juge a ordonné une évaluation psychiatrique, qui a conclu que Marcus était parfaitement sain d'esprit et pleinement responsable de ses actions. Finalement, son avocat a essayé de négocier un accord, offrant une confession en échange d'une peine réduite. Mais nous, les victimes, avons rejeté tout accord. Nous voulions que Marcus affronte les conséquences complètes de ses actions. Le procès a duré 1 semaine. Nous avons toutes témoigné, non seulement les 5 victimes originales, mais aussi Regina et d'autres femmes qui s'étaient manifestées après la confrontation au restaurant. Au total, 17 femmes ont témoigné contre Marcus. La procureure, une femme énergique appelée Maître Sylvia Ramos, a été brillante.
Elle a peint un tableau complet de Marcus comme un prédateur calculateur qui utilisait le charme et la manipulation pour exploiter des femmes vulnérables. Ceci n'est pas un cas de relations qui ont mal tourné, a-t-elle dit dans ses considérations finales. C'est un cas d'un criminel professionnel qui a transformé l'intimité en arme, utilisant l'amour et la confiance des victimes pour leur voler non seulement de l'argent, mais la dignité, l'estime de soi et la foi en l'humanité. La défense de Marcus, de son côté, a essayé de nous dépeindre comme des femmes vengeresses qui s'étaient organisées pour détruire un homme innocent. Mais les preuves étaient trop accablantes, et nos histoires trop cohérentes, pour que ce récit soit crédible. Marcus a été condamné à 12 ans de prison pour escroquerie, vol qualifié, fausse identité et formation d'organisation criminelle. En plus, il a été condamné à payer restitution totale à toutes les victimes, incluant intérêts et corrections monétaires. Le juge, en prononçant la sentence, a fait des commentaires qui sont restés gravés dans ma mémoire pour toujours. L'accusé a démontré un schéma systématique de comportement prédateur qui a causé des dommages financiers et psychologiques profonds à plusieurs victimes. Sa décision d'humilier publiquement une de ses victimes démontre non seulement de la cruauté, mais aussi une tentative calculée de faire taire d'autres victimes possibles par l'intimidation. Cette cour espère que cette sentence envoie un message clair que les crimes qui exploitent les vulnérabilités émotionnelles seront punis avec toute la rigueur de la loi. Quand la sentence a été annoncée, j'ai ressenti un soulagement si profond que j'ai presque perdu connaissance. 12 ans. Marcus passerait la prochaine décennie de sa vie derrière les barreaux, réfléchissant aux conséquences de ses choix. Mais la vraie satisfaction est venue après, pendant les mois suivants, alors que les répercussions de notre campagne se répandaient. L'affaire a inspiré des changements dans la législation locale sur les crimes financiers dans les relations intimes. Elle est devenue un cas d'étude dans les facultés de droit. Plus important, elle a encouragé d'autres femmes dans des situations similaires à se manifester et chercher de l'aide. J'ai reçu des centaines de messages de femmes à travers le pays racontant des histoires similaires, pas nécessairement sur Marcus spécifiquement, mais sur d'autres hommes qui utilisaient des tactiques pareilles. Notre campagne avait créé un mouvement, un réseau de soutien pour les victimes de manipulation romantique. Les autres victimes sont devenues de vraies amies. Patricia, Marina, Fernanda, Carla, Regina, nous avons formé un lien qui va au-delà de l'expérience partagée de victimisation. Nous sommes des survivantes devenues guerrières. Et moi? J'ai découvert une force que je n'ai jamais su que je possédais. Le trauma de l'humiliation publique, qui m'avait initialement détruite, a fini par devenir le catalyseur d'une transformation personnelle complète. J'ai quitté mon emploi en marketing pour étudier le droit, spécialisé dans les crimes contre les femmes. Je veux aider d'autres victimes à naviguer le système légal et trouver la justice. Et Marcus? Eh bien, j'ai reçu une lettre de lui de la prison il y a quelques mois. 3 pages d'excuses élaborées, prétendant qu'il avait trouvé la lumière en prison et voulait faire la paix avec moi. J'ai brûlé la lettre sans répondre. Certaines personnes me demandent si je n'ai pas pitié de lui, enfermé dans une cellule. Sa vie ruinée, sa carrière criminelle terminée. Si je ne regrette pas d'avoir été si cruel dans ma vengeance. Ma réponse est toujours la même, Marcus a choisi de m'humilier publiquement parce qu'il pensait que j'étais trop faible pour riposter. Il a calculé que la honte me ferait taire, que je me cacherais de la société, lui permettant de continuer à s'attaquer à d'autres femmes. Il se trompait sur moi. Et il a payé le prix de son arrogance. Je n'ai pas cherché la vengeance par cruauté, j'ai cherché la justice par nécessité. Et dans le processus, j'ai découvert que la femme la plus forte que je pourrais être était celle qui refusait d'être réduite au silence par la honte, qui transformait le trauma en action, et qui utilisait sa douleur pour protéger d'autres femmes de subir la même chose. Marcus pensait que détruire ma dignité publiquement serait la fin de mon histoire. En réalité, ce n'était que le début. Aujourd'hui, cela fait exactement 5 ans depuis cette nuit terrible au Le Jardin. 5 ans depuis que Marcus a détruit ma vie avec une cruauté calculée que je n'aurais jamais pu imaginer. Et aujourd'hui, finalement, je peux dire que cette histoire a atteint sa vraie fin. Je suis assise dans mon cabinet d'avocate, oui, j'ai réussi à finir mes études de droit et ouvrir ma propre pratique, spécialisée dans les crimes contre les femmes, quand je reçois un appel qui change tout. Maître Sarah, dit la voix de l'autre côté de la ligne. C'est Dr Silva, une psychologue légale qui travaille dans le système carcéral. Je dois vous parler de Marcus Silva. Il y a des développements. Marcus avait purgé 4 ans de sa peine de 12 ans. Selon les rapports qui me parvenaient à travers le système légal, il ne s'adaptait pas bien à la vie en prison. Il s'était impliqué dans plusieurs bagarres, avait passé des mois en isolement, et avait développé ce que les psychologues décrivaient comme une paranoïa sévère et des comportements obsessionnels. Il a passé les 2 dernières années à développer une obsession progressive avec vous,
Dr Silva m'explique. Il écrit des lettres quotidiennement qui ne sont pas envoyées, tient un journal détaillé sur votre vie, et a créé comment dire, un récit élaboré où vous finissez par vous réconcilier. Je sens un frisson dans ma colonne vertébrale. Quel genre de récit? Marcus a créé une fantaisie où sa prison était un malentendu, où les autres femmes ont menti sur lui, et où vous l'attendez pour recommencer ensemble. Il y croit vraiment, maître Sarah. Et il est programmé pour être libéré en liberté conditionnelle dans 6 mois. La réalité me frappe comme un coup de poing. Marcus allait être libéré. Et dans son esprit tordu, je l'attendrai. Il y a plus, Dr Silva continue. Nous avons découvert qu'il réussit à obtenir des informations sur votre vie à travers d'autres prisonniers qui ont accès à Internet. Il sait pour votre cabinet, pour votre diplôme en droit, même pour certaines des conférences que vous donnez sur la violence contre les femmes. Il a interprété votre travail d'aide aux autres victimes comme une façon de vous préparer pour quand il reviendrait. Je raccroche avec les mains tremblantes. Après 5 ans à construire une nouvelle vie, Marcus était encore une menace. Et cette fois, je savais qu'il sortirait de prison beaucoup plus dangereux qu'en y entrant. J'appelle immédiatement les autres femmes. Patricia, qui dirige maintenant une clinique de soins psychologiques pour victimes de violences. Marina, qui est devenue chercheuse en crime virtuel. Fernanda, qui a vendu ses entreprises et gère maintenant une fondation pour femmes entrepreneurs. Carla, qui est devenue spécialiste en sécurité numérique. Regina, qui est devenue avocate spécialisée dans les droits des victimes. Nous avons toutes construit des vies nouvelles et significatives après la destruction que Marcus avait causée. Et nous savions toutes qu'il essaierait de détruire ces vies à nouveau. Mais cette fois, nous étions préparés. Il va sortir, j'explique pendant notre réunion d'urgence dans mon bureau. Et selon les rapports psychologiques, il est encore plus instable qu'avant. Nous devons supposer qu'il va essayer de nous trouver. Qu'il vienne alors, dit Patricia calmement. Nous ne sommes plus les mêmes femmes qu'il a trompées il y a 5 ans. Elle avait raison. Chacune de nous s'était complètement transformée. Nous étions plus fortes, plus intelligentes, plus connectées, et infiniment plus dangereuses pour quelqu'un comme Marcus qu'il ne pourrait l'imaginer. Nous avons commencé à nous préparer. Carla a utilisé ses compétences en sécurité numérique pour surveiller toute activité en ligne liée à Marcus. Marina a obtenu l'accès au registre de visite de la prison et a découvert que Marcus avait reçu des visites régulières de quelqu'un que nous ne pouvions pas identifier, utilisant toujours différents faux noms. Fernanda a utilisé ses ressources financières pour engager des détectives privés qui ont commencé à cartographier tous les contacts et cachettes possibles que Marcus pourrait utiliser quand il serait libéré. Patricia a travaillé avec des psychologues légaux pour développer un profil psychologique complet de l'état mental actuel de Marcus, essayant de prédire comment il agirait quand confronté à la réalité qu'aucune de nous ne l'attendait. Regina s'est coordonnée avec des organisations d'aide aux victimes pour créer un réseau de sécurité au cas où Marcus essaierait de menacer l'une d'entre nous. Et moi? J'ai utilisé mes connaissances légales pour découvrir toutes les façons possibles de tenir Marcus loin de nous de façon permanente. C'est pendant cette enquête que nous avons découvert la vérité la plus choquante de toutes. Le détective que Fernanda avait engagé, un ex-policier fédéral appelé détective Moraes, est venu dans mon bureau avec un rapport qui a tout changé. Maître Sarah, nous avons découvert qui visitait Marcus en prison, a-t-il dit, posant un dossier épais sur ma table. C'est quelqu'un que vous connaissez. J'ai ouvert le dossier et ai failli m'évanouir. Les photos de surveillance montraient une femme que j'ai immédiatement reconnue, c'était Lucia, l'ex-petite amie de Marcus d'avant moi. Une femme qu'il avait mentionnée occasionnellement comme une ex qui n'arrivait pas à surmonter la rupture. Elle l'a visitée chaque semaine pendant les 2 dernières années, détective Moraes a expliqué. Et voici ce qui est intéressant, Lucia n'était pas victime de Marcus. Elle était complice. Les documents révélaient une vérité terrifiante. Lucia avait aidé Marcus à identifier et enquêter sur ses victimes. C'est elle qui avait fait la recherche initiale sur nos situations financières, nos emplois, nos vulnérabilités émotionnelles. Elle avait été l'intelligence derrière les manipulations de Marcus. Et il y a plus, détective Moraes a continué. Lucia était celle qui a filmé et diffusé la vidéo de votre humiliation au restaurant. Marcus n'a pas fait ça tout seul, c'était une opération coordonnée. La révélation m'a rendue nauséeuse. Pendant toutes ces années, j'avais pensé que Marcus était un sociopathe agissant seul. En réalité, il faisait partie d'un duo de prédateurs qui détruisaient systématiquement la vie de femmes innocentes. Où est-elle maintenant, ai-je demandé. Ici en ville. Et selon nos informateurs, elle et Marcus planifient quelque chose pour quand il sera libéré.
Quelque chose lié à corriger les injustices et montrer la vérité sur vous. Cette nuit-là, j'ai appelé toutes les femmes à nouveau. Quand j'ai raconté l'histoire de Lucia, le silence était absolu. Finalement, Marina a parlé, alors c'était 2 contre 1 pendant toutes ces années. Et maintenant ce sera 2 contre 6. En fait, ai-je dit, maintenant nous sommes bien plus que 6. Pendant les 5 années depuis le procès de Marcus, notre affaire avait inspiré la création d'un réseau national de soutien aux femmes victimes de crimes financiers et émotionnels. Nous avions des contacts dans des dizaines de villes, des centaines de femmes qui avaient vécu des situations similaires, des avocates, des psychologues, des enquêtrices, des militantes. Marcus et Lucia étaient sur le point de découvrir que la femme sans défense qu'ils avaient humiliée au restaurant était devenue le centre d'un réseau de protection et de justice qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Mais avant que nous puissions mobiliser notre réseau, Marcus a fait son premier mouvement. 3 semaines avant sa date officielle de libération, il s'est évadé de prison. L'appel est arrivé à 3 heures du matin. C'était le directeur de la pénitentiaire, clairement en panique. Maître Sarah, je dois vous informer que Marcus Silva s'est évadé de prison pendant la nuit. Nous ne savons pas encore comment, mais nous soupçonnons qu'il a eu de l'aide extérieure. La police a été alertée, et nous recommandons que vous preniez des précautions immédiatement. Marcus était libre. Mentalement instable après des années de prison, obsédé par moi, et maintenant avec l'aide d'une complice qui connaissait tous nos secrets. Mais il avait commis une erreur fatale, il ne savait pas que nous savions déjà pour Lucia. Le piège final. Carla a réussi à localiser la cachette de Marcus et Lucia en 48 heures. Ses talents en traçage numérique, combinés au réseau de contacts que nous avions construit, rendaient impossible pour eux de rester cachés. Ils étaient dans un motel bon marché en banlieue, utilisant de fausses identités. Mais plus important, détective Moraes a découvert qu'il planifiait une attaque coordonnée contre nous toutes pendant une conférence publique que je donnerai à l'université locale sur transformer le trauma en activisme. Leur plan est simple, détective Moraes a expliqué pendant notre réunion d'urgence. Interrompre votre conférence, vous confronter publiquement, et utiliser l'événement pour répandre un récit où Marcus est la vraie victime et vous êtes des menteuses obsessionnelles qui ont détruit un homme innocent. C'était le même schéma de toujours, Marcus essayant de contrôler le récit à travers l'humiliation publique. Mais cette fois, il avait sous-estimé non seulement moi, mais tout le réseau que nous avions construit. Et laissez-les venir, ai-je dit. Mais nous serons prêtes. La conférence était programmée pour un vendredi soir dans l'auditorium principal de l'université. 200 personnes avaient confirmé leur présence, incluant des étudiantes, des professeurs, des militantes, et plusieurs femmes qui avaient trouvé le courage de dénoncer leurs propres agresseurs inspirés par notre histoire. Le matin de la conférence, nous avons implémenté notre plan. Carla a discrètement piraté le système de sécurité du motel où Marcus et Lucia étaient logés, nous donnant accès aux caméras de surveillance. Nous pouvions surveiller chacun de leurs mouvements pendant toute la journée. Marina s'est coordonnée avec la police universitaire et la police civile pour garantir une sécurité discrète à l'événement. Il serait présent, mais pas visible, pour ne pas décourager Marcus de faire son apparition. Fernanda a organisé un système d'enregistrement professionnel pour capturer tout ce qui se passerait pendant la conférence, garantissant que nous aurions des preuves de tout crime que Marcus et Lucia commettraient. Patricia a travaillé avec l'équipe de psychologie de l'université pour garantir qu'il y aurait un soutien émotionnel disponible pour toute personne qui pourrait être traumatisée par les événements. Regina a mobilisé notre réseau national de militantes. Des femmes de tout le pays regarderaient la conférence via transmission en ligne, prêtes à divulguer toute tentative de Marcus de déformer la vérité. Et moi? J'ai passé la journée à préparer la présentation la plus importante de ma vie. La conférence a commencé à 19 heures. L'auditorium était complètement plein, avec des personnes assises dans les couloirs et une file d'attente dehors. L'énergie dans l'air était palpable, tout le monde savait que quelque chose de spécial se passait. J'ai commencé en racontant mon histoire depuis le début. L'humiliation au restaurant, la découverte des mensonges de Marcus, l'enquête qui a mené à la découverte de multiples victimes, le procès, l'emprisonnement. Pendant 45 minutes, j'ai parlé de transformer la douleur en but, le trauma en activisme, la honte en force. C'est alors que Marcus et Lucia sont apparus. Ils sont entrés par le fond de l'auditorium pendant une pause pour les questions. Marcus était visiblement différent, plus mince, cheveux grisonnants, yeux qui semblaient ne pas bien faire le point. La prison avait fait payer son tribut. Lucia semblait nerveuse mais déterminée, portant un dossier qui contenait présumément des preuves pour soutenir leur récit déformé. Sarah Oliveira, Marcus a crié, sa voix résonnant dans l'auditorium silencieux, le moment de la vérité est arrivé.
L'auditorium entier s'est tourné pour regarder. Quelques personnes ont reconnu Marcus immédiatement et ont commencé à chuchoter. Les téléphones ont commencé à enregistrer. Marchant dans l'allée centrale, Marcus a continué, « Vous n'avez entendu qu'un côté de cette histoire. Le côté d'une femme qui ne peut pas accepter d'avoir été rejetée et a décidé de détruire ma vie avec des mensonges. » Lucia s'est positionnée stratégiquement près d'une sortie latérale, clairement prête à filmer la confrontation. Je suis restée calme sur la scène, attendant qu'il s'approche plus. Quand Marcus était à seulement quelques mètres de la scène, j'ai parlé dans le microphone. Tout le monde, j'aimerais présenter Marcus Silva, l'homme dont nous parlions. Et sa complice, Lucia Santos. Le mot « complice » a clairement choqué Lucia. Elle ne s'attendait pas à ce que nous soyons au courant de son implication. Marcus est monté sur scène, essayant de me prendre le microphone. Je vais dire à tout le monde ici la vérité sur cette femme vengeresse. C'est alors que Carla, assise au premier rang, a levé une tablette montrant les images de surveillance du motel. Marcus, a-t-elle dit assez fort pour que tout l'auditorium entende, ce sont des images de vous deux planifiant cette attaque il y a 3 jours. Incluant des discussions sur comment faire payer Sarah pour avoir ruiné notre vie, point. L'auditorium a explosé en murmures. Marcus a essayé de nier, mais Marina s'est levée avec un autre ensemble de preuves. Et voici les registres des visites de Lucia à la prison pendant les 2 dernières années, où vous avez coordonné cette campagne de vengeance. Patricia a été la suivante, avec des documents médicaux, et voici votre évaluation psychiatrique la plus récente, Marcus, qui confirme que vous avez développé une obsession dangereuse et délirante avec Sarah. Une par une, nous avons complètement démantelé le récit que Marcus avait planifié de présenter. Chaque preuve qu'il a essayé de montrer a été immédiatement démentie avec des documents réels, des enregistrements ou des témoins. Mais c'est quand Regina s'est levée que la situation a complètement changé. Marcus, aimeriez-vous expliquer à toutes ces personnes pourquoi vous vous êtes évadé de prison 3 semaines avant votre libération programmée? L'auditorium est devenu complètement silencieux. Marcus n'avait dit à personne l'évasion, son récit dépendait de paraître avoir été injustement emprisonné, puis libéré quand la vérité a éclaté. Vous mentez. Marcus a bégayé, perdant clairement le contrôle. Je ne me suis jamais évadé. J'ai été libéré parce qu'ils ont découvert que vous mentiez. C'est alors que les policiers, qui avaient attendu discrètement sur les côtés de l'auditorium, se sont approchés. Marcus Silva, a dit le détective principal, vous êtes en état d'arrestation pour évasion, violation de liberté conditionnelle et harcèlement. Quand ils ont essayé de l'arrêter, Marcus a eu un effondrement complet. Il a commencé à crier de façon incohérente sur comment j'avais volé sa vie, comment toute la conspiration avait été planifiée depuis le début, comment il était la vraie victime. Lucia a essayé de fuir par la sortie latérale, mais a été interceptée par d'autres policiers. Dans le dossier qu'elle portait, ils ont trouvé des plans détaillés pour non seulement me confronter publiquement, mais aussi pour éliminer les autres menteuses qui aidaient Sarah. Des plans pour nous faire du mal physiquement. Marcus et Lucia n'étaient pas venus seulement pour essayer de restaurer sa réputation. Ils étaient venus pour nous faire taire définitivement. La vraie fin. Marcus a été condamné à 15 ans de prison supplémentaire, cette fois dans une pénitentiaire de sécurité maximale. Les plans trouvés dans le dossier de Lucia, combinés à son évasion, ont été considérés comme tentative d'homicide avec préméditation. Lucia a été condamnée à 8 ans pour complicité, conspiration et aide à l'évasion. Plus important, pendant l'enquête sur leur crime, la police a découvert des preuves que Marcus et Lucia avaient appliqué le même système dans au moins 3 autres villes, victimisant plus de 30 femmes sur une décennie. Ce qui avait commencé comme maquette personnelle de justice avait exposé une opération criminelle bien plus grande que n'importe laquelle d'entre nous aurait pu l'imaginer. Aujourd'hui, 3 ans après cette conférence finale à l'université, je peux dire que cette histoire a vraiment atteint sa fin. Marcus est dans une cellule de sécurité maximale, où il passera le reste de sa vie utile. Selon les rapports les plus récents, il a développé une démence précoce, probablement résultat du stress extrême et de la culpabilité pour ses crimes. Il ne se souvient plus de mon nom. Lucia purge sa peine en régime fermé. Contrairement à Marcus, elle maintient une lucidité complète et, selon les rapports, vit en paranoïa constante que d'autres détenus découvrent ses crimes contre les femmes. Et nous 6 femmes originales? Patricia a élargi sa clinique et forme maintenant des thérapeutes dans tout le pays sur comment identifier et traiter les victimes de manipulation psychologique. Marina est devenue une des principales spécialistes du pays en crimes virtuels contre les femmes, aidant la police à traquer les prédateurs en ligne. Fernanda a créé une fondation qui offre des prêts sans intérêt aux femmes qui ont perdu de l'argent à cause d'escrocs romantiques, leur permettant de reconstruire leur vie.
Carla a développé une application qui permet aux femmes de vérifier des informations sur d'éventuels partenaires romantiques, prévenant qu'elles tombent dans des systèmes comme celui de Marcus. Regina est devenue avocate spécialisée dans les droits des victimes et travaille maintenant au ministère public aidant à poursuivre des cas similaires. Et moi? Je continue à plaider pour d'autres femmes, mais maintenant j'enseigne aussi à l'université, donnant la même conférence que Marcus avait essayé d'interrompre, seulement maintenant avec une fin bien plus satisfaisante. Mon cabinet d'avocates a grandi et nous avons maintenant 12 avocates spécialisées dans les crimes contre les femmes. Nous aidons plus de 200 victimes par an à trouver la justice. J'ai écrit un livre sur mon expérience, qui est devenu best-seller national et a été traduit en 6 langues. Les droits d'auteur vont entièrement aux organisations de soutien aux victimes de violences. Plus important, je me suis mariée il y a 2 ans avec une personne merveilleuse que j'ai rencontrée pendant une des conférences. Dr Elena Rodriguez est psychologue légale et comprend complètement mon histoire et mon travail. Elle m'aime non pas malgré mon trauma, mais incluant toute la force que j'ai développée à cause de lui. Nous n'avons pas encore d'enfants, mais quand nous en aurons, ils grandiront en sachant que leur mère est quelqu'un qui a transformé la pire expérience de sa vie en force motrice pour aider d'autres personnes. Certaines personnes me demandent si un jour je pardonne à Marcus pour ce qu'il a fait. La réponse est non, et je ne pardonnerai jamais. Mais j'ai découvert que je n'ai pas besoin de pardonner pour vivre pleinement. Je n'ai pas besoin de son approbation, de son repentir, ou de sa rédemption pour avancer. Ma paix ne dépend pas de lui comprenant le mal qu'il a causé. Marcus pensait que m'humilier publiquement serait la fin de mon histoire. Au lieu de cela, ce fut le début de l'histoire d'une femme qui a refusé d'être réduite au silence, qui a transformé la honte en force, et qui a utilisé sa douleur pour protéger d'autres femmes. La vraie vengeance n'a pas été de l'envoyer en prison, bien que cela ait été nécessaire. La vraie vengeance a été de construire une vie si pleine, si significative, et si impactante que sa tentative de me détruire est devenue insignifiante. Marcus est oublié dans une cellule, ses souvenirs se défaisant avec sa santé mentale. Et je suis ici, entouré de personnes que j'aime, faisant un travail qui compte, vivant une vie qu'il n'a jamais réussi à détruire. Il voulait que cette nuit au restaurant soit ma fin. Au lieu de cela, ce fut ma renaissance. Et ça, finalement, c'est toute l'histoire. Si cette histoire vous a touché d'une façon ou d'une autre, s'il vous plaît laissez un like et abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires de dépassement de soi et de justice. Vos commentaires et votre soutien font toute la différence pour d'autres personnes qui peuvent vivre des situations pareilles. À la prochaine histoire.